En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfant autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Juline. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée de te recevoir au micro du podcast Horizontal. Merci pour ton temps. Je t'en prie, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter, Juline ? Oui, Juline Anquetin-Rault, je suis professeure et pédagogue. J'ai plusieurs casquettes, donc j'enseigne l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique à des élèves qui sont en apprentissage pour devenir des boulangers, bouchers, pâtissiers, enfin tous les métiers de bouche, donc dans un CFA. J'ai également une agence de soutien scolaire, donc j'accueille des élèves de la 6e à la terminale pour les préparer aux examens, donc dans diverses matières, mathématiques, philo, français, sciences, langues, etc. J'ai également une casquette de formatrice, puisque je forme les enseignants partout en France et en Europe à la pédagogie que j'ai développée qui s'appelle la classe autonome. J'écris également, j'interviens dans des congrès, des salons, des conférences sur la pédagogie et je suis actuellement en train de créer un institut pédagogique. Tu t'ennuyais, tu t'es dit, tiens, si je rajoutais cette casquette-là sur ma tête. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Merci pour tous les travaux que tu mènes parce que je trouve que ça contribue à regarder les choses un peu différemment. Donc, bravo pour tout ce que tu entreprends. C'est très inspirant. Du coup, je comprends que tu es beaucoup orienté sur le jeune adolescent, enfin, comment on dit, au-dessus de 12 ans. C'est ta spécialité. Oui, exactement. Moi, mon métier et ma passion, ce sont les adolescents. C'est tout ce qui va toucher à cet âge, à partir de 12 ans. Et je l'explique pas vraiment pourquoi eux, mais je suis toujours attirée par ces profils-là. Je comprends. Et du coup, moi, j'ai envie de te demander quelle adolescente ou préadolescente tu étais et quel était ton rapport à l'adulte, l'autorité, peut-être même l'école. Alors, moi, j'étais une adolescente pas du tout dans les cases et dans les stéréotypes de l'adolescence, c'est-à-dire que j'ai pas fait de crise d'adolescence. Je m'entendais très bien avec mes parents, j'ai absolument pas jugé utile de me rebeller contre eux et contre leur autorité que je trouvais absolument juste. J'adorais l'école, j'adorais apprendre, j'adorais approfondir des connaissances qui n'étaient pas du tout celles de mes camarades de l'époque, puisque j'étais déjà passionnée d'histoire à 12 ans. Donc, à Noël, recevais l'encyclopédie de la Révolution française quand mes camarades avaient une PlayStation. Donc, j'étais déjà un petit peu à part. Mais par contre, une adolescence très compliquée parce que justement à part, parce que justement, j'avais du mal à m'entendre avec les jeunes de mon âge et je me souviens que mes parents à l'époque me disaient ne t'inquiète pas, un jour ça s'arrête, l'adolescence, et quand tu vas rentrer à l'université, tu vas aller en fac d'histoire, tu vas rencontrer des gens qui sont tout aussi passionnés que toi et là tu vas rencontrer tes pairs, quoi. Et ils ont eu raison.
Ils ont eu raison parce que c'est vrai que la fac d'histoire, ça a été d'un seul coup la délivrance, quoi, de rentrer dans un monde d'érudits, dans un monde euh, où, euh, où apprendre n'était pas vécu comme une tare, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, tu trouves qu'il existe ce décalage entre... Enfin, est-ce que le décalage qui peut exister, il est vraiment entre les passionnés, les non passionnés? Est-ce que c'est parce que on s'adresse pas suffisamment correctement à ces adolescents et que du coup on crée ce décalage? Toi, dans la population d'enfants, de jeunes adolescents que tu côtoies, est-ce qu'à l'arrivée, tu as peut-être un élève en début d'année qui pouvait sembler être en décalage et qui à la fin de l'année ne l'est plus? Donc quelque part, tu vois, c'est aussi notre posture qui fait ce décalage. Moi, je pense qu'il y a autant d'adolescents, de types d'adolescents qu'il y a d'adolescents. Donc, il n'y a pas particulièrement un fossé ou un gap entre ces élèves-là. Je pense qu'ils sont tous différents. Ils vivent tous une profonde mutation physique, physiologique, psychologique dans leur social, enfin dans leur vie, qui fait qu'il y a forcément des choses qui bougent, il y a forcément des choses complexes. Il peut y avoir de la souffrance, même chez un enfant, même chez un adolescent qui paraît très bien, qui paraît tout souriant, qui réussit très bien à l'école, qui n'a pas de soucis. Moi, j'organise chaque année des week-ends de révision où j'emmène des jeunes dans une maison de campagne pour réviser les examens et on travaille sur le soutien scolaire, mais on travaille beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi et aller chercher des choses un peu profondément en soi. Et je vois tous les ans, des gamins craquer dans le bon sens du terme, hein, sortir des choses vraiment très belles, très fortes, insoupçonnées. Et pourtant, des gamins avec qui je travaille depuis des années en soutien scolaire, et je me dis, oh, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu cette faille-là, cette souffrance-là ou cette petite blessure-là. Donc, je pense qu'effectivement, dans la posture qu'on a aujourd'hui, notamment en tant qu'enseignant, il faut absolument arriver à instaurer un rapport de confiance avec nos adolescents pour sentir un peu mieux ces choses-là. Et ça, on ne peut pas le faire quand on enseigne simplement sa matière. Il y a d'autres outils, il y a d'autres petites choses à mettre en place dans ces cours, notamment dans les heures de vie scolaire, par exemple, pour aller détecter ces petites choses-là. Mais il faut des outils et donc il faut former les enseignants. Moi, je fais la maline là, mais il y a un an, je ne savais pas faire ça, hein. Je me suis formée hein, vraiment pour apprendre à faire ça. Oui, alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir dans ce que tu dis. Il y a à la fois, moi j'entends dans ce que tu évoques que c'est pas forcément des adolescents difficiles, mais qu'il y a quand même une complexité, ils traversent une période qui est vulnérable, et du coup il faut savoir reconnaître ça pour mieux les comprendre. Et aussi, ce que j'entends, c'est que on donne beaucoup de place. Alors peut-être pas la meilleure, mais en tout cas on donne de la place à l'enseignement. Il y a d'autres temps dans la journée qui pourraient contribuer et nourrir ces temps d'enseignement pour voilà, aller sur ces pistes-là de gestion des émotions, de sa place dans le groupe. Enfin, moi j'entends extrascolaires qui peuvent aussi contribuer à un meilleur enseignement. C'est intéressant. Mais bien sûr, mais c'est en train d'arriver à l'école, hein, puisqu'on commence à amener l'empathie à l'école, on commence à parler des compétences psychosociales. Donc c'est en train d'arriver, mais la question, elle est toujours la même quand il y a des nouveautés qui arrivent à l'école, c'est est-ce que les enseignants ont été formés à ça et formés correctement? Je ne parle pas d'une formation qui a duré une journée ou un PowerPoint qui leur a été envoyé ou un PDF. Ça prend pas forcément beaucoup de temps d'apprendre ça, mais il faut le faire correctement, quoi. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui proposent des outils formidables là-dessus, des outils qui sont clés en main. Et ce sont des personnes qui n'arrivent pas à passer à l'éducation nationale. Dès qu'ils veulent essayer d'expliquer ce qu'ils font à l'éducation nationale, c'est très complexe pour eux d'y rentrer. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec des personnes qui ont des vraies belles clés, des vraies belles solutions et qui pourraient éviter de mettre en souffrance en plus des enseignants qui paniquent un peu parfois en se disant on me demande d'enseigner l'empathie ou les compétences psychosociales, mais comment faire? Quand on n'a jamais vu ça, qu'on l'a même pas vécu soi-même, c'est très complexe. Juline, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est du coup la classe autonome? Oui, bien sûr. La classe autonome, c'est une pédagogie que j'ai développée il y a 5 ans, qui s'inspire de beaucoup de choses, qui s'inspire de pédagogues
qui m'ont précédée, comme Maria Montessori, comme Freinet, comme De Crowley, comme Madame de Genlis, qui s'inspirent également des découvertes sur les neurosciences et de mon expérience du terrain, et qui fonctionnent en 3 temps. Elle fonctionne sur l'idée qu'on apprend mieux en faisant. Donc, le professeur va réduire sa parole au strict minimum. C'est-à-dire que moi, dans mes 3 temps, il y a un temps qui est de la leçon et qui ne représente qu'un quart d'une séance. 25% du temps, le professeur parle et est avec son groupe classe. Ensuite, on a 15% du temps, c'est de la vérification, c'est du quiz qui va permettre d'ancrer ce qu'on vient de voir dans la leçon. Alors, on le fait comme on souhaite, hein, en version papier, avec du numérique, avec des applications. Moi, je le fais avec du numérique parce que je trouve ça très pratique. Mais on peut le faire comme on veut. Et puis le 3e temps, c'est le temps qui a donné son nom à la méthode, c'est le temps en autonomie, ce sont les ateliers. C'est 50% du temps d'une séance. 50% du temps d'un cours, l'élève est en train de faire quelque chose. Et ce n'est pas le professeur qui est en train de parler, c'est vraiment l'élève qui est en train de faire. Donc en fait, ils ont un plan de travail, ils ont une liste avec des ateliers à faire, et ils les font dans l'ordre qu'ils veulent, avec qui ils veulent et autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils peuvent reposer un atelier, revenir dessus plus tard, changer, ils bougent, ils se lèvent, ils s'autocorrigent. Ça, c'est vraiment ce qui est très important dans la classe autonome, c'est que tout le matériel qu'on leur propose est autocorrectif. Et c'est ce qui fait qu'on peut le faire dans des classes de 37 et que ça fonctionne. Et on a les 10% restants, c'est tout le reste, hein, c'est le temps de mise en place, de faire l'appel, de donner les devoirs, de ranger, etc. Voilà, ça fonctionne comme ça et c'est fondé entièrement sur le travail d'un neuroscientifique français, Stanislas Dehaene, qui nous dit que le cerveau humain, pour apprendre, il a besoin d'être attentif, d'être engagé activement, d'avoir un retour immédiat d'informations et de consolider. Et la classe autonome est fondée entièrement sur ces 4 piliers. Ben oui, et ça paraît faire sens d'être davantage dans l'action que dans une certaine passivité d'apprentissage qui est lourde, quoi. 7 heures par jour, c'est intense, je trouve. Ça nous immobilise sur nos chaises. Moi, j'ai un souvenir de pas tenir en place sur ma chaise. J'aurais adoré pouvoir interagir avec mes camarades. C'est ce que j'ai fait beaucoup en école de commerce plus tard, après mon bac, et que je me suis découverte comme curieuse, à avoir envie d'apprendre. Il n'y a qu'à ce moment-là de ma vie que j'ai fait un truc de A à Z, sous la dynamique de mes copines aussi, qui me tiraient Mais bien sûr. là-dedans. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes élèves, de ça? Ah ils adorent, les élèves, ils adorent, hein. Quand on fait des sondages anonymes chez moi, dans mes classes ou chez les professeurs que j'ai formés, on arrive à des taux de 98% de satisfaction. On a 98% des élèves qui recommandent cette méthode après l'avoir testée. Donc, c'est extrêmement efficace Génial. et les élèves sont heureux, il y a un bien-être dans la classe, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, il y a une exigence, on leur apprend la persévérance. Et l'idée, c'est d'aller chercher vraiment des choses efficaces. Donc, on va vraiment avoir à la fin des notes qui vont augmenter, des résultats aux examens qui vont augmenter. C'est tout ça qui est assez extraordinaire avec la classe autonome, c'est que ça coche beaucoup de cases. C'est-à-dire que l'élève apprend mieux, réussit mieux, apprend en même temps la solidarité, la responsabilité, la tolérance. Il y a moins de problèmes de discipline. Il apprend réellement beaucoup de choses, ses notes vont augmenter, mais en même temps, il a le sourire. Il est bien, il se sent bien, il peut bouger, ça respecte sa dynamique d'adolescent et les lois de son cerveau. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et comment tu te positionnes, toi, du coup, dans ta classe, quand tout le monde est en atelier? Tu es là à leur disposition s'ils ont besoin? Tu es active dans chaque groupe? Enfin, comment ça se passe? En fait, dans le temps d'autonomie, dans les 50% sur les ateliers, l'enseignant, il est vraiment dans une posture d'observation. Donc, il va vraiment observer ce qu'il se passe, aller aider les élèves qui sont plus en difficulté, mais parfois, aller aider, c'est 45 secondes, hein. C'est redonner la lecture d'une consigne, c'est montrer comment s'utilise un matériel. Ça peut être 2 minutes. Le professeur va canaliser l'énergie de la classe, il va observer, il va aider, il va guider. Et puis parfois, on peut être aussi là on est aussi là pour la validation, en fait. C'est-à-dire que l'élève, une fois qu'il a fait son atelier, eh bien, il va s'autocorriger, il va ensuite venir nous faire valider à nous, l'enseignant. Donc nous, on valide, on l'encourage, ou on le recadre parfois, ou on le guide. Voilà, c'est tout ça qu'on fait pendant ce temps
d'autonomie. Et c'est très, très important. C'est à ce moment-là qu'il faut distiller, j'ai envie de dire, la bonne énergie correctement dans la classe pour garder la concentration pour eux qui soient toujours très investis dans ce qu'ils font et en même temps ne pas lâcher, ne pas avoir le risque qu'au bout de 20 minutes, ils lâchent. Donc c'est à ce moment-là que c'est extrêmement subtil de mettre la bonne énergie au bon endroit. Ouais. Alors, je trouve que c'est merveilleux parce qu'il y a une forme d'horizontalité, c'est-à-dire que on comprend que c'est l'enseignant qui dynamise et qui gère aussi certainement le timing, parce qu'il y a une grande notion de timing dans ce que j'entends de ce que tu présentes. Donc finalement, voilà, c'est quand même vous qui insufflez la dynamique, mais finalement, c'est l'élève qui est très actif, qui s'autocorrige et qui vient chercher une validation, un support. Je trouve que c'est hyper horizontal comme approche. En tout cas, je vois moins cet axe vertical de l'enseignement qui parle de l'élève qui reçoit et ça s'arrête là. Donc, ça, bravo. Et de ce que j'entends, enfin, moi, quand je lis pour la première fois classe autonome, j'ai l'impression que les enfants font ce qu'ils veulent, je caricature, et que l'enseignant est derrière son bureau et attend que ça se passe. Or, dans tout ce que tu décris, il y a énormément de travail, j'imagine, de préparation, mais aussi, quand tu parles de distiller l'énergie, c'est un appel à une intelligence situationnelle qui est incroyable. Est-ce que tous les enseignants peuvent avoir accès à ça? C'est ce que tu leur apportes, oui, en fait, tous dans les les enseignants. formations. Oui, voilà, c'est ce que je fais en formation, en fait. Je me déplace partout pour faire des formations de 2 jours. C'est vraiment pour leur montrer comment faire de la classe autonome et comment ensuite l'adapter à eux. Le but, c'est pas de faire des petits clones de moi, mais vraiment de leur dire, voilà moi comment je la fais, voilà les piliers qu'il faut respecter. Ensuite, au-delà de ça, vous l'adaptez réellement comme vous voulez. Et je vois des gens qui font des classes autonomes incroyables, des choses auxquelles je n'aurais absolument pas pensé, et qui le font vraiment avec leur personnalité, leur matière, les profils d'élèves qu'ils ont en face. Mais c'est exactement ça, c'est un travail énorme en amont de préparation des ateliers, de préparation du matériel, et ensuite on laisse le matériel devenir l'enseignant. Et ensuite, dans cette phase d'observation, oui, il y a tout un travail de posture qui est extrêmement important, de bienveillance et en même temps de cadre, de persévérance. Et là, oui, c'est une vraie posture à travailler. Ça se travaille. J'ai des enseignants qui me disent, oui, au début, j'étais pas très à l'aise. Moi-même, hein, au tout début, quand j'ai commencé à me mettre en retrait, c'était compliqué, c'était difficile. Euh, donc, il faut accepter aussi en tant qu'enseignant qu'on ait le droit de tâtonner, d'essayer, de se tromper, de recalibrer des choses. Et puis ensuite, ça fonctionne. Et moi, les enseignants que j'ai formés qui se mettent à la classe autonome, ils sont joyeux. Ce sont des enseignants heureux qui me disent tous, mais merci, c'est un bonheur de voir ces élèves travailler en classe autonome, même dans les quartiers difficiles, même sur des élèves complexes, même sur des élèves qui n'aiment pas l'école, même sur d'un seul coup, on a une émulation qui se crée dans la classe où tout le monde se met à travailler ensemble. C'est assez magique à voir. Oui, puis franchement, je trouve ça vraiment merveilleux pour les jeunes, quoi. Enfin, c'est tellement une partie de notre vie importante que vraiment, être heureux, enfin même pour les enseignants, en fait, c'est un métier qui est difficile. En ce moment, il est beaucoup en souffrance. Et de se dire qu'on peut le faire différemment et remettre du bonheur à tous les étages, autant d'un côté que de l'autre, c'est incroyable. Et du coup, mais pourquoi ça passe pas côté éducation nationale? Comment tu te l'expliques? Ah, comment je l'explique? Je sais pas. Ma première hypothèse, c'est que je ne viens pas de chez eux. Donc, comme je ne viens pas de chez eux, c'est compliqué de venir me chercher pour légitimer quelque chose. Le côté j'ai pas été reçue au concours de l'éducation nationale, peut-être que c'est un frein pour eux. Mais après, moi, je travaille avec des rectorats, je travaille avec le ministère de l'Agriculture, je travaille avec le ministère du Travail, le ministère de l'Environnement. Enfin, il y a tous les endroits où je vais, j'ai des chefs d'établissement qui sont des collèges d'éducation nationale qui me font venir dans leur établissement. Je pense on est plus sur quelque chose qui est lié à l'humain plus qu'à l'institution. C'est si vous avez quelqu'un en face qui a décidé que vous allez venir, il va trouver les moyens de vous faire venir. c'est... Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bien sûr. Mais oui, aujourd'hui, c'est de l'humain. Les chefs d'établissement, ils ont un pouvoir incroyable. Incroyable. Je lisais un article hier qui disait qu'il y avait des milliards qui étaient
qui n'étaient pas utilisés dans la formation des enseignants. Il y avait de l'argent pour la formation des enseignants, mais qu'en fait, on ne l'utilisait pas. Donc aujourd'hui, si on trouve des chefs d'établissement qui décident, bah oui, on vous fait venir, euh, on trouve des moyens, hein. Est-ce que si un chef d'établissement d'une maternelle ou d'un primaire te contacte, tu sais répondre à cette demande ou pour toi, la classe autonome, elle n'existe que à partir de 12 ans? Alors, je pense qu'on peut l'adapter. Avant, d'ailleurs, elle vient. C'est même plutôt l'inverse. Moi, je me suis inspirée de ce qui se fait en maternelle, notamment avec la pédagogie Montessori. Je me suis inspirée de beaucoup, beaucoup d'enseignants de primaire. Donc, c'est plus eux qui m'ont inspirée. Après, moi, non, je ne forme pas les enseignants en dessous du secondaire, tout simplement parce que je ne maîtrise pas cette tranche d'âge et que je suis persuadée que la pédagogie, c'est une vraie matière et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec, et que donc moi, je maîtrise ce qui se passe dans un cerveau d'adolescent, je ne maîtrise pas ce qui se passe dans un cerveau d'enfant de 5 ans. C'est pas mon expertise, c'est ça que je veux dire. Donc, j'aurais trop peur que les gens soient déçus si je faisais une formation à des professeurs de primaire, parce que je parlerais tout le temps des ados, et en face d'eux, ils n'ont pas des ados. Le cerveau n'est pas le même, il n'est pas structuré de la même façon. Donc, non, je ne fais pas. Alors, j'ai une professeure une fois qui est venue se former, qui effectivement avait plutôt des primaires. Elle était quand même contente, hein, mais c'est vrai que moi, je vais plutôt viser le secondaire parce que c'est ça mon expertise aujourd'hui. Oui, puis dans classe autonome, il y a autonomie. Et effectivement, avant un certain âge, c'est peut-être que la philosophie de mettre l'élève dans l'action, dans être au cœur de son enseignement, dans l'apprentissage par le jeu, tout ça est intéressante. Mais effectivement, la posture de l'adulte est pas la même, c'est clair. Mhm. Oui, mais vraiment pour les professeurs de maternelle, moi je conseille de travailler avec tout ce qu'a fait Céline Alvarez. C'est elle qui m'a inspirée réellement. C'est elle qui a été le déclic où je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire. Est-ce qu'on peut le faire avec des ados? Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait peu de choses sur ça appliquées aux adolescents. Donc je l'ai créé, je l'ai développé, je l'ai imaginé et je suis pas la seule à l'avoir fait, hein. Il y a plein d'autres enseignants en France qui ont pensé absolument les mêmes choses que moi au même moment. C'est juste qu'ils n'ont pas appelé ça la classe autonome et qu'ils n'ont pas forcément eu la même visibilité que moi j'ai pu avoir grâce au concours international du Global Teacher Prize. Mais il y a plein d'enseignants qui font de la classe autonome sans dire le nom ou sans le savoir, hein. Mhm. Mais tu vois, quand tu évoques les travaux de Céline Alvarez, alors c'est peut-être une question un peu personnelle, mais j'ai pas compris pourquoi on l'aidait pas davantage et pourquoi on n'étendait pas. Elle avait des résultats autant que toi. Et donc, à un moment donné, qu'on vienne de l'éducation nationale ou pas, qu'on soit d'un monde qui. Enfin, bon, on est la France, on est un pays institutionnel, très, très marqué par le parcours. Mais enfin, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le bilan, il est pas top. Donc, je me dis, mais enfin, pourquoi on ne donne pas plus de visibilité aux personnes comme Céline ou comme toi et moi je peux pas m'empêcher de me mettre en colère. Alors je sais pas si c'est de la colère ou si c'est de l'impatience. Comment est-ce que tu arrives à gérer toi parfois on a envie de prendre tout le monde et de les secouer, de leur dire mais arrêtez d'aller droit dans le mur, on a trouvé d'autres solutions qui fonctionnent. Comment tu gères cette temporalité qui matche pas toujours en fait? Enfin, c'est peut-être personnel comme question, mais moi c'est tout à fait ça. Moi, c'est Céline Alvarez, quand je dis que ça a été un déclic, c'est que c'est vraiment ce mot-là. C'est-à-dire que moi, je regarde une vidéo de Céline Alvarez et je m'effondre, hein, sur mon canapé en me disant, mon Dieu, mais où on emmène nos enfants? On les envoie dans le mur, on le sait. Elle commence sa conférence TED, elle dit 40% des enfants qui rentrent au collège, on sait que la scolarité va être compliquée pour eux. Ils n'ont pas les acquis de base ou ils ont des difficultés dans les acquis de base de mathématiques, lecture, écriture. Or, elle montre que si on part avec les bons outils dès la maternelle, on a des gamins à 5 ans qui savent lire, écrire, compter, reconnaître des notes de musique à l'oreille, placer des pays sur une carte, enfin. Donc oui, moi, ça a été une colère. J'ai vraiment ressenti une colère euh, de me dire, ah, mais on le sait, en fait. Parce que les sites qu'elle chiffre, c'est des rapports de l'éducation, hein, Oui. officiels.
Donc je dis, ok, on le sait, d'accord. Mais je suis pas fataliste, je suis plutôt à vouloir trouver des solutions. Donc tout de suite, ça a été comment elle travaille, comment ça fonctionne. C'est là que j'ai découvert Montessori, c'est là que j'ai découvert Freinet. Je me suis vraiment penchée sur ça. Euh, j'ai découvert aussi les travaux de Sylvie Desclèpes qui a monté un collège, monté, une des premières à avoir monté un collège Montessori en France. Et, euh, et mon truc, ça a été plutôt, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, on va essayer de l'adapter aux adolescents. Mais oui, bien sûr qu'il y a une colère. Il y a une colère aujourd'hui, moi, quand je reçois des lettres de l'Éducation nationale à qui j'écris et qui me répondent bravo, félicitations, bon travail, mais que ça va pas plus loin. Oui, ça me met en colère, en fait. Et ça me met en colère quand le lendemain, je vais lire un article où on nous dit le niveau d'anglais n'est pas bon, le niveau de maths n'est pas bon, le niveau de français n'est pas bon, on est encore en bas des classements PISA. Oui, ça me met en colère parce que je me dis, en fait, il y a plein d'enseignants qui ont la clé et on vient pas nous chercher. Et c'est d'autant plus une colère que je pensais sincèrement, peut-être naïvement, qu'avec ma nomination au Global Teacher Prize dans le top 10 mondial, ce qui n'était jamais arrivé pour la France, ça allait bouger. Je me suis vraiment dit, là, ils ne peuvent plus m'ignorer. Je suis top 10 mondial. La cérémonie finale a lieu à l'UNESCO à Paris. Ils ne peuvent pas ne pas venir me voir, quoi. Eh ben si. Enfin, non, on n'a rien, non. Donc, je pense qu'il y a vraiment des freins, mais là, pour le coup, c'est institutionnel et ça va être des freins de personnes, hein, vraiment. Ouais. Ça va vraiment être des freins de personnes, et je ne sais pas pourquoi, de personnes que moi, je ne connais pas. Et en plus, je n'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir eu des propos attaquant l'éducation nationale ou contre l'éducation nationale. Moi, au contraire, je suis plutôt, venez, on a des solutions, on travaille ensemble. Je t'ai beaucoup lu et écouté. Je confirme que tu Et non, mais peut-être que j'ai eu à un moment bienveillante. donné une parole véhémente, je ne sais pas, mais oui, moi j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps des étudiants à Rouen, à l'université de Rouen, qui voulaient me faire venir pour que je fasse une conférence dans leur établissement. Je leur avais dit, mais bien sûr, je viens gratuitement, je viens avec grand plaisir, quoi. Donc il n'y avait pas de question de budget ou quoi que ce soit. Et en fait, ils m'ont dit, bah non, on en a parlé à notre direction, à l'université, et on nous a dit que si on vous faisait venir, c'était fini pour notre carrière, alors qu'ils n'avaient même pas passé le concours encore pour entrer à l'éducation nationale. Et ma question, ça a été, mais qui leur a dit ça? Parce que moi, je ne connais pas les gens de l'université de Rouen, j'ai fait mes études à Paris. Je n'ai jamais parlé avec aucune personne de l'université de Rouen. Donc, je pense que vraiment, pour moi, on en revient. C'est facile de dire c'est l'institution. Pour moi, c'est pas l'institution. Il y a certaines personnes qui vont avoir ce discours, et il suffit qu'elles soient placées assez haut pour que ça bloque tout. Parce que moi, quand je parle avec des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs d'académie, des gens qui travaillent dans les rectorats, j'ai énormément de gens qui me disent, mais c'est trop génial ce que vous faites. Merci de nous le diffuser et d'écrire dessus et de continuer le combat, quoi. Mais ça veut dire que si je suis enseignante de l'éducation nationale, que je m'intéresse à tes travaux, que je m'offre une formation, que je viens te rencontrer, comprendre comment ça fonctionne et que j'ai envie de mettre ça dans ma classe, est-ce que du coup, est-ce que c'est possible? Les enseignants Ah qui bah oui, nous écoutent. Ah oui, il y en a plein qui le font. Ah bah oui, il y en a plein qui le font. Il y en a même qui le montrent en inspection, qui le montrent aux inspecteurs d'académie. Et pour l'instant, moi, tous les profs que j'ai formés qui ont parlé de ça à leurs inspecteurs ou qui l'ont montré aux inspecteurs, les inspecteurs, ils sont enthousiastes, ils sont ravis, ils trouvent ça super. Enfin, Donc c'est comme ça j'ai qu'il pas faut eu de que retour ça... pour l'instant de personnes Bah oui, qui donc en qui fait, se il faut seraient que fait ça vienne du retoquer, quoi. terrain, quoi. Il faut que ça vienne du terrain. Il faut que les enseignants Mais s'emparent oui, du sujet et... exactement. Mm, mm. Et c'est pour ça que c'est pas très grave pour moi. Tu me demandais comment je gère la colère. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Céline Alvarez, tu vois, elle a eu l'oreille de l'éducation nationale. Ils lui ont donné du budget, ils lui ont donné 3 ans, ils lui ont donné carte blanche. Elle a fait un truc super. À la fin, ils lui ont dit non, on va pas le généraliser. Bah, moi, je préfère sincèrement qu'ils m'écoutent pas là-haut. Moi, passer sur le terrain, ce que je fais toutes les semaines, où je vadrouille dans toute la France, où je vais former. Là, j'étais à Tours, j'ai fait Lyon, j'étais à Montpellier, à Bordeaux. Enfin, je préfère aller sur le terrain, aller vraiment aider des enseignants qui sont en souffrance parfois, leur donner quelques clés, qu'ils puissent l'adapter, avoir des super messages de retour de gens qui me disent merci, merci, ça me redonne l'envie d'enseigner. Et là, on touche vraiment des gens qui ensuite, entre pairs, vont en discuter, vont en parler en salle des profs, vont diffuser, essaimer. Et là, on va être réellement efficace. Et peut-être qu'un jour, bah, on en aura partout sur tout le territoire français. Je préfère ça. Donc voilà, c'est comme ça que je gère ma colère, c'est de me dire,
peut-être que là-haut, ils m'auraient écouté, on aurait fait des réunionites euh, et que ça n'aurait pas abouti. Je préfère sincèrement passer par le terrain. Je comprends. Juline, je voudrais te demander quelle est ta vision de nos jeunes en ce moment. Tu les côtoies, donc tu en parlais un petit peu tout à l'heure, tu disais c'était assez divers, mais je trouve qu'ils ont un peu la vie dure, en tout cas ils n'ont pas bonne presse dans ce que moi je lis et ce que j'observe. Je trouve on les accuse d'être beaucoup moins solidaires, très individualistes, beaucoup sur les écrans, qu'il y a une certaine forme de violence chez nos jeunes qu'il n'y avait pas avant, on en met beaucoup aussi sur les épaules des parents, on est trop laxiste, on est trop ci, trop ça, et finalement nos jeunes sont irrespectueux. Bon, je caricature un peu tout ce qu'on peut glaner à droite à gauche, mais toi qui les côtoies, auprès de qui tu enseignes, c'est quoi ta vision? Ma vision, c'est qu'ils sont rien de tout ça. C'est que tout dépend ce qu'on leur propose en face. C'est sûr que si on leur propose un truc qui est absolument pas intéressant pour eux, ils vont rester sur leur téléphone et ils vont rester individualistes, etc. Moi, je les vois le midi à la cantine, ils mangent et ensuite chacun est sur son téléphone. C'est un rang d'oignons d'élèves assis sur leur téléphone. Mais demain, je descends dans la cantine et je leur propose une vraie activité de motivation, de mise en énergie, où ils sont ensemble, où on crée du lien et où on crée de l'humain, ils lâchent leur téléphone en fait. Donc tout dépend ce qu'on leur propose en fait. Moi, quand je fais les week-ends de révision, ils ont leur téléphone le soir, quoi. Mais quand on fait les activités ensemble, personne n'a son téléphone. Et on renoue justement avec de l'humain, avec de la solidarité, avec comment je me comprends et comment je comprends l'autre. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas assez ces outils-là pour se comprendre et comprendre l'autre. Donc je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les adolescents, ils vont pas si bien que ça, hein. Ils sont plus en souffrance que tout ce qu'on dit là, hein. Et d'aller les chercher, d'aller leur demander, mais qu'est-ce qui te met des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui te motive? Euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te donne de la joie dans la vie? Ben là, d'un seul coup, ça va s'allumer dans leurs yeux et on va avoir des gens qui nous parlent de choses magnifiques. Moi, j'ai des élèves qui me disent tout le lien profond qu'ils ont avec leurs frères, leurs sœurs, leurs chiens, leurs parents, d'autres qui rêvent de voyage, d'autres qui ont des passions pour le dessin, la musique. On a plein de types de personnalités différentes, mais il faut leur apprendre à les voir, à les reconnaître, à voir ce qu'ils ont en eux, à voir ce qu'il y a dans les autres. Et là, on va créer une belle, bien plus belle société, je pense. Mais encore une fois, moi, ça, c'est des choses que j'ai apprises en formation, dans une superbe formation qui s'appelle TADAM, T-A-D-A-M. Et, c'est des outils incroyables, c'est des outils tout simples. Mais une fois qu'ils sont mis en place dans un groupe, ça fait groupe, ça crée quelque chose. Je l'ai utilisé encore il n'y a pas très longtemps sur mes élèves. J'ai la CPE qui est venue me voir l'après-midi, elle me dit, Juline, qu'est-ce que tu leur as fait? Elle me dit, arrête pas de parler du cours de ce matin. J'ai dit, ah non, je les ai juste écoutés. J'ai mis un bâton de parole dans leurs mains, je les ai écoutés. Mais combien de fois on fait ça dans une journée, d'écouter réellement quelqu'un, sans rien dire, en se taisant? C'est... Et ils ont adoré, ils ont pu dire des choses très fortes, très puissantes, des choses qui n'allaient pas, des choses qui étaient bien, des choses qui les inquiétaient. Enfin, c'est... Et ça, je rêve de voir ces outils-là arriver de plus en plus à l'école. Et moi, je vais commencer à faire des petits ateliers, justement, à partir de septembre, je vais commencer à proposer ça dans les collèges, dans les lycées, parce que je trouve que ces outils, ils sont incroyables et en quelques heures, on peut apporter un vrai déclic chez certains jeunes. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut que le monde des adultes se regarde un peu en face et c'est un peu facile, je trouve, de les laisser un peu en autonomie face à leur téléphone en attendant d'eux qu'ils se régulent tout seuls. Quand à côté, ben voilà, on prend pas forcément le temps, enfin on a tous des vies à 400 à l'heure, on prend pas le temps de leur faire de la place et de les écouter, de les entendre. Et c'est toujours, Et puis parfois c'est plus facile de leur mettre une étiquette sur le dos et puis de baisser les bras, quoi. et puis nous-mêmes, on ne se régule pas avec ça, hein. On est tous accros à notre téléphone. Moi, j'ai demandé à mes élèves la dernière fois, j'ai dit combien de temps vous êtes capable de l'éteindre? Combien de temps vous tenez? Vous éteignez votre téléphone, combien de temps vous tenez? Ah bah ils me disent quelques heures, voire une journée, mais moi je tiens 5 jours, hein, c'est pas beaucoup plus, hein. C'est rien du tout 5 jours, hein. J'ai fait le test une fois, j'ai tenu 5 jours. Donc en fait le téléphone, c'est pas le diable, c'est un outil.
Ça peut être dangereux, ça peut vraiment. On sait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont addictes, on a des élèves pour qui c'est compliqué. Mais encore une fois, il faut leur proposer d'autres choses, des choses intéressantes, des choses sur de l'humain, des jeux, voilà, des ateliers, des choses autrement. Et il faut aussi leur proposer des choses sur le téléphone, qui se rendent compte de ce que c'est comme outil incroyable pour la connaissance, pour l'apprentissage. Et puis, leur apprendre à utiliser, ben là, on part encore sur autre chose, mais leur apprendre à utiliser les médias. Donc, pour avoir l'esprit critique par rapport aux fake news, etc. Moi, c'est un cours que j'aime beaucoup faire avec mes élèves, qui est ouais, vraiment de l'apprentissage, de l'éducation aux médias. Ben oui, il faut faire rentrer la vraie vie dans nos écoles quand même, hein. Mais c'est exactement ça, et descendre un peu le professeur de son piédestal, en fait. Moi, quand je parle avec mes élèves, je parle de ma vraie vie. J'ai pas peur de leur dire que j'étais au bar hier soir, ou que j'étais au resto à tel endroit. J'ai pas l'impression qu'ils me considèrent comme les professeurs, comme nous, on voyait un peu vivants sur une autre planète, et quand on les croisait dans la rue, c'était genre, mais pourquoi ils sont dans la rue? C'est vrai. Ces gens n'ont pas de vie, quoi. Et moi, je sais pas s'ils me considèrent comme ça, mais j'ai pas l'impression, mais parce que tout de suite, quand j'arrive en classe, je leur dis, bah voilà, j'ai tel âge, je fais tel sport, je suis comme vous, je regarde les mêmes séries que vous, j'écoute la même musique. Parfois non, parfois c'est eux qui me font découvrir ce qu'ils écoutent comme musique, parce que moi je prends le bus avec eux en plus, donc j'ai pas de voiture, je prends le bus avec eux, donc ils m'apprennent plein de choses dans le bus. Mais en même temps, avoir cette distance on n'est pas copains, c'est-à-dire il y a une juste distance, et je pense qu'ils nous respectent beaucoup plus du fait de cette proximité. C'est paradoxal, mais c'est réel. Moi, je vois bien ce que les enseignants, mes collègues, ou la CPE ou la direction me disent, de ce que disent les élèves de moi dans mon dos. Euh, je vois bien qu'il y a un vrai respect, qu'il y a un vrai... ils identifient très bien tout le travail que je fais pour eux en amont. Ils le voient très, très bien. Euh, ils ne sont pas du tout naïfs là-dessus. Donc, oui, descendre un peu de ce piédestal. Alors, ça peut faire peur. C'est un deuil à faire d'une certaine façon d'enseigner, hein. Ça peut faire peur, mais moi, j'ai vraiment pas de problème de discipline dans mes classes. J'ai des élèves qui viennent avec le sourire. Et pourtant, je rappelle vraiment, j'enseigne à des CAP bouchers, des CAP boulangers, qui n'ont pas du tout envie d'être là, pas envie d'être à l'école, qui n'ont surtout pas envie de faire de l'histoire géo, de rédiger, de lire, etc. Enfin, c'est un rapport de confiance et de considération. Ça paraît tout bête, mais réellement considérer la personne qui est en face de soi, peu importe son âge, son passif, c'est ça qui change tout. Mais oui, et la considération, elle évoque le respect, parce que quand on n'abuse pas de sa posture, on légitimise nos dires. Enfin, je veux dire, moi, je comprends ce que tu dis. Il y a une certaine distance qui est nécessaire, puisque tu es là aussi pour apporter un cadre sécurisant et d'apprentissage. Mais le fait de te mettre à leur niveau dans les temps qu'ils le permettent ramène de l'humain aussi, te rend beaucoup plus humaine et proche d'eux. Et non, mais tout ça, ça fait sens. Et puis à un moment donné, ils ont besoin d'un adulte, hein. Moi, j'ai eu une élève cette année qui faisait des crises d'asthme violentes, et qui sortait de cours vraiment pas bien. Et elle me dit, c'est le sport. Et moi, je vois bien que c'est pas le sport et qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, à qui ils vont se confier? À qui ils vont se confier comme adultes? Les parents, ils osent pas. Les copains, ce sont des ados aussi, donc ils n'ont pas ce regard-là. Qui sont les adultes qui vont être là pour eux, en fait, si nous, on n'a pas ce rapport-là? Et effectivement, cette gamine-là, j'ai creusé un peu et j'ai compris que c'était un chagrin d'amour. Et que c'était, voilà. Et de pas. Et là, je me suis souvenue, surtout, Juline, n'aie pas cette phrase qu'ont tous les adultes, genre, oh, ça va, c'est un chagrin d'amour. Vraiment considère son chagrin, qui est certainement son premier chagrin d'amour, qui est terrible pour elle. Et qu'est-ce que tu peux faire pour elle, quoi? Lui demander de quoi tu as besoin. Là, maintenant, tu veux aller dehors, tu veux boire un coup, tu veux un câlin, de quoi tu as besoin là maintenant, quoi? Et de les considérer, parce qu'aujourd'hui, on a trop vite fait de se dire que la vie des adolescents, oh, bon, bah voilà, c'est pas. Par rapport à nos soucis d'adultes, c'est pas important. Ben non, pour eux, c'est important. Et il faut se souvenir qu'on a été à leur place et que notre premier chagrin d'amour, il nous a mis par terre.
Et donc, et qu'elle, elle était vraiment, vraiment pas bien. Mais oui, j'ai des élèves qui vivent des deuils, hein, qui ont perdu leurs parents. J'ai des élèves qui sont placés, qui vivent des choses très difficiles. J'ai des élèves qui arrivent d'Afrique, qui ont traversé la Méditerranée, qui nous racontent des choses très violentes, quoi. Donc, heureusement qu'il faut qu'ils aient une oreille attentive, qu'ils sentent qu'ils puissent nous parler et qu'on n'est pas juste le prof d'histoire géo. Et en fait, moi, ça, je le disais beaucoup à mes élèves pendant 10 ans. Vous savez, ma porte est ouverte, vous pouvez venir me parler. Mais en fait, ils ne le faisaient pas forcément parce que j'avais pas les outils, j'avais pas ces outils-là d'apprendre à les écouter réellement. Et j'avais pas mis en place ces petits outils où on fait un temps de parole vraiment, où on s'écoute et où on est dans la bienveillance. Et je sens que maintenant, ils se confient plus. J'ai mis en place ces petits outils-là. Et parfois, c'est juste une séance, hein. C'est-à-dire, sur toutes mes séances de l'année, je vais juste faire une séance où on va s'écouter. Super, et je trouve ça vraiment joli de positionner l'enseignant comme un nouvel allié autour des jeunes, parce qu'effectivement quand on est parent, on a une casquette de parent qui, à un moment, à un certain âge de nos enfants, il est normal qu'ils aient pas envie de tout nous confier. Mais oui. Peur de nous décevoir, de nous faire du mal, de nous faire de la peine aussi, parce qu'ils savent combien on les aime, combien on s'inquiète pour eux. Donc c'est pas toujours évident d'aller briser le cœur de sa maman ou de son papa en racontant son chagrin. Et je pense, moi en tant que maman, tu vois, ce que je me dis, c'est que je vais essayer de donner cette image-là à mon fils des autres adultes qui l'entourent. Et parfois le parent, il se met trop en opposition à l'enseignant, alors que ça pourrait être un allié pour accompagner son enfant et veiller à son bien-être. Donc c'est aussi un rôle, il faut peut-être faire le deuil du piédestal, du statut, de la posture, mais en fait ce que tu proposes pour moi, c'est encore plus joli que ça. C'est devenir un des adultes référents. C'est un autre piédestal. Exactement. Plus petit, plus bas, je sais pas où il est, mais oui, c'est autre chose. Et tu vois, moi, mes élèves, maintenant, c'est la CPE qui m'a rapporté ça il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, mais tu sais, les élèves, quand ils parlent de toi, ils disent, t'as un truc, quoi. T'as un truc que les autres n'ont pas. Et je pense pas, non, je pense pas que j'ai un truc que les autres n'ont pas, c'est faux. Je pense que tout le monde l'a, mais qu'on ne l'a pas forcément développé, qu'on ne nous a pas donné les outils pour le développer. Et moi, je suis ravie vraiment de m'être formée l'année dernière, d'avoir pris un peu de temps pour apprendre ça. Et j'ai vraiment envie de le développer de plus en plus. Et c'est ce que je vais développer de plus en plus dans l'institut pédagogique, c'est ce rapport à l'autre, ce bien-être, ces compétences psychosociales, cette communication non violente, parce que j'en suis convaincue pour le vivre au quotidien que ça fait des miracles. Vraiment, ça fait des miracles. Moi, j'ai des élèves dont on me parle en salle des profs, je ne sais même pas de qui on me parle. C'est-à-dire qu'on me dit, ouais, cet élève-là, il est mal poli, il est violent, il est rude, il fait rien, on va l'exclure. Et moi, je me dis, mais de qui il parle, quoi? Parce que moi, je ne vois pas cet élève-là quand je l'ai en face de moi. Je vois quelqu'un qui a un bâton de parole et qui me dit, là, en ce moment, ça va pas bien. Donc, effectivement, si un professeur arrive un peu rude et un peu en frontal devant, peut-être qu'il va monter très vite dans les tours parce qu'il ne va pas bien. Et je pense qu'on pourrait éviter tellement d'exclusion, tellement de moments de violence, tellement de cris en mettant en place ces petits outils dans les écoles. Ça c'est... Mais c'est ce que fait déjà, par exemple, la communication non violente, c'est ce que fait la discipline positive. C'est des gens que j'ai rencontrés qui font un travail vraiment absolument génial. Et moi, ça c'est une colère, par contre, ouais. Tu vois, de me dire, ah, j'aimerais trop pouvoir apporter ça autour de moi, déjà à mes collègues et puis à d'autres enseignants, pour qu'il y ait le moins de cris possible. Parce qu'on sait que les cris sur les adolescents, c'est les cris, déjà, sur n'importe qui, c'est pas bon. Mais sur un adolescent, c'est pire, parce qu'il a les glandes dans le cerveau qui sont beaucoup plus sensibles. Donc, ça le met en stress encore plus. Mais oui. Pour moi, c'est un gros défi d'avoir accès à tout ce contenu, d'avoir compris, que ça fasse autant sens et de voir autant de résistance. Mais bon, on perd pas espoir et c'est en échangeant, tu vois, je suis ravie que les gens découvrent aussi tes travaux. Pour ceux qui t'écoutent et qui ne te connaissaient pas, moi je vous invite à aller regarder ce que fait Juline sur les réseaux et vous renseigner sur les méthodes de communication non violente et vraiment sortir de ce paradigme de il est violent, donc il a
enfin, il est violent, il me cause un problème. Non, en fait, un adolescent violent, c'est un adolescent en difficulté la majorité du temps. Mais bien sûr, Il faut moi je dis vraiment, toujours, il faut aller creuser. ouais, il faut Oui, vraiment changer à son chaque fois regard. que quelqu'un me dit, oh, je dis, oh, moi il y a quelque chose à creuser. Moi c'est un défi, j'adore. Moi quand on me dit, oh là là, tu vas voir cette classe, elle est affreuse et je suis comme ça, trop bien. Cool. J'ai vraiment, c'est un vrai défi pour moi d'y aller et d'aller chercher pourquoi ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Attention, hein, je suis pas superwoman. Il y a des moments, il y a des élèves sur qui j'ai pas les clés, je n'y arrive pas, je ne les comprends pas encore en tout cas. J'y arriverai peut-être un jour, j'espère. Mais bien sûr, il y a des élèves avec qui oui, j'ai échoué, je peux dire. Je n'ai pas trouvé la clé en tout cas. Euh, mais essayer déjà, essayer. Et pour le coup, ce qui est important, c'est pas juste, je pense, de se documenter sur ça. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Et c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé dans la formation TADAM, c'est qu'on nous a dit, vous ne faites rien faire à un adolescent que vous n'avez pas déjà expérimenté et vécu vous. Donc pendant la formation, ils nous font vivre tous les outils. Donc on D'accord, sait à quel point ils sont puissants et on peut d'autant mieux les transmettre. les mettre en place. Ouais. Merci beaucoup, Juline. Je pourrais parler des heures avec toi. Merci. Et merci pour cette ouverture d'esprit et le regard que tu portes sur les jeunes et tous les travaux que tu mènes. C'est vraiment génial. Pour terminer notre échange, est-ce que tu recommanderais qu'on reçoive une personne en particulier ou plusieurs, c'est comme tu veux, mais à ce micro, qui est-ce qui serait intéressant Oui. d'entendre? Eh bien oui, il faut aller chercher Marina Barrault, qui est la fondatrice de TADAM. Ah, chouette. Marina Barrault, elle a créé TADAM il y a plus de 10 ans, justement pour faire rester les jeunes à l'école, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de jeunes qui sortaient sans diplôme. Elle s'est dit, c'est pas possible ça. L'école, c'est une vraie chance. Il faut qu'ils restent à l'école. Mais pour qu'ils restent à l'école, il faut qu'ils trouvent pourquoi ils sont là, quels sont leurs talents, quelles sont leurs motivations. Et donc, elle a créé TADAM. C'est sublime. C'est des petits outils tout simples. Quand on les voit, on se dit, mais c'est pas possible que quelque chose d'aussi simple soit aussi puissant. Et bien, si, c'est extrêmement puissant. Et vraiment, Marina, elle a plein de belles choses à raconter sur les adolescents. Et elle a un regard absolument d'une bienveillance absolue. euh, oui, elle regarde les adolescents avec bienveillance et c'est du bonheur. Sublime. Ben, je la contacte avec joie. Et, Ah bah, elle pourra te dire plein de belles choses. ben, super. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, Juline, et pour Merci, tes mots. Charlène. À bientôt. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.